Voilà, vous avez rejoint Vincent Crouzet, merci beaucoup. Je vous le disais, Violeta Muscalou, vous êtes maître de conférence, présidente fondatrice de Global Ukraine, merci beaucoup d'être là. Daphné Benoît, vous êtes la chef du pôle international de l'AFP. Bonsoir. Bonsoir et merci. Alexandre Melnik, professeur de géopolitique, ancien diplomate soviétique. Et Renaud Girard qui est avec nous en direct, grand reporter, chroniqueur international pour Le Figaro. Est-ce que les Ukrainiens et les Russes sont déjà en train de préparer la négociation ou en réalité est-ce que c'est l'impasse? Quand vous entendez Lavrov dire déjà, il doute même de la légitimité de l'interlocuteur, Daphné Benoît. Ils sont déjà en train de dire... Nous, Zelensky n'est pas forcément notre interlocuteur. C'était tout à fait prévisible, puisque le président Poutine n'a jamais reconnu finalement la légitimité du président Zelensky. Il estime qu'il n'a rien à faire au pouvoir en Ukraine, et c'était d'ailleurs l'un des premiers buts de guerre lors de l'invasion russe en février 22, c'était bien d'émettre Zelensky et de mettre une marionnette à la solde de Moscou. Donc je ne suis pas du tout surprise par cela. Après, ça ouvre une perspective un peu défavorable quant à cette fameuse réunion bipartite voulue par Trump. On peut se demander si elle aura un jour lieu, puisque Poutine n'a pas l'air de vouloir reconnaître la légitimité de Zelensky. Est-ce que la patience de Trump est sans fin? Lisons sa déclaration ce soir, il dit ça va suffire, c'est pas possible que ça dure indéfiniment, nous saurons d'ici 2 semaines s'il y aura la paix en Ukraine. Après cela, nous devrons peut-être adopter une approche différente. Renaud Girard, vous avez toujours dit Poutine fait une erreur s'il ne prend pas la possibilité que lui offre Trump. Est-ce que c'est en train d'arriver? Oui, parce qu'on a eu une dernière déclaration de Trump qui était assez étonnante. Trump a dit l'Ukraine ne peut pas avoir la victoire parce qu'on ne lui a autorisé que de se défendre et de ne pas attaquer. Et il a comparé ça à une équipe de sport en disant une équipe de sport ne peut pas emporter une victoire si elle ne fait que défendre. Il faut qu'elle puisse attaquer. C'est comme sur un terrain de basket, si vous voulez. Et donc, ce texto, enfin ce message sur X, de ce tweet de Trump est quand même assez énigmatique, mais on peut se demander si d'ici 15 jours, il ne va pas effectivement changer sa politique à 180 degrés et donner des armes offensives à l'Ukraine pour lui permettre d'avoir non seulement la défensive, mais aussi l'offensive, les deux faces d'une stratégie militaire, si vous voulez. Est-ce que vous espérez la négociation sur ce plateau tout à l'heure? Moi, j'étais frappé de voir qu'un certain nombre d'entre vous ne croient pas du tout qu'en réalité, Poutine puisse être un interlocuteur des négociations. Vous, Renaud Girard, vous avez tout défendu le contraire. Vous disiez c'est quand même mieux de se parler que de ne pas se parler. J'aimerais vos avis sur le sujet. Alors moi, oui ou non? Je pense qu'effectivement, vous avez exposé très, très bien les dangers d'une confrontation nucléaire. Et donc, comme la Russie est une puissance nucléaire et les Occidentaux également, je trouve que c'est toujours bien, même si nous avons des différends très lourds, notamment sur l'Ukraine, de continuer à se parler et même se parler très souvent. Donc je pense que Trump a eu raison d'organiser ce sommet en Alaska, même si pour le moment, il faut reconnaître qu'il n'a rien donné. Je pense que l'ostracisme en matière de relations internationales ne fonctionne pas. Les Américains ont ostracisé le régime castriste depuis 1959 et ça n'a absolument pas fonctionné. Donc, je pense qu'il faut lui parler, mais parler aux gens ne veut pas dire qu'on accepte leur thèse. Parler aux gens ne veut pas dire qu'on accepte leur vision politique. Parler aux gens ne veut pas dire qu'on accepte leur action passée et certainement pas l'agression unilatérale de la Russie contre l'Ukraine en 2022, mais je pense que c'est utile de se parler. Qu'on entende tous les points de vue, pardon Renaud Girard, pardon, qu'on entende tous les points de vue. Vous n'êtes pas d'accord, Alexandre Melnik, pourquoi? Non, parce que j'ai jamais été partisan de ce qu'on appelle la réelle politique, parce que pour moi, la réelle politique, c'est-à-dire se parler avec tout le monde pour rien dire finalement. Pour moi, c'est une sorte de cache-sexe de la soumission volontaire aux agresseurs. Donc moi, j'étais toujours partisan de cette approche claire, nette, basée sur les valeurs. Et quand il y a des incompatibilités, l'incompatibilité de logiciels mentaux, c'est-à-dire des approches complètement différentes, on se rencontre pourquoi dire finalement. Et en plus, ça joue le jeu des dictateurs et des autocrates.
démocrates qui considèrent cela comme une victoire par rapport à quoi? Par rapport à la civilisation occidentale. Donc non, il faut rester très très ferme, il faut préparer justement cette rencontre, mais de toute façon je n'y crois pas du tout. Tant que Zelensky et Poutine seront au pouvoir, je ne vois pas du tout la perspective de cette rencontre entre ces deux personnes. Il n'y aura pas d'accord de paix comme on n'a pas eu de cessez-le-feu et la seule condition, la seule façon d'approcher quand même vers une sortie de conflit, vers une fin de cette guerre, c'est de mettre la pression au maximum sur Vladimir Poutine avec des sanctions économiques parce que son économie maintenant déjà va mal, moins de 1% de PIB pour 2025. Ils ne pourront pas faire la guerre comme ça pendant très longtemps, donc il y aura un manque de ressources et il faut faire pression et effectivement aider l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse pas seulement se défendre mais attaquer. La métaphore de une équipe sportive, elle est extraordinaire, donc de l'armement. Ils ne demandent même pas de soldats, en fait, les Ukrainiens. Hein. Ils ne disent pas venez vous battre à notre place. Ils disent donnez-nous les moyens. Et il n'y a qu'à travers un effondrement intérieur ou à la limite, en fait, d'un effondrement intérieur que les Russes signeront peut-être quelque chose à un moment donné. Ou bien Poutine sera le fossoyé de la Russie et au lieu de ressusciter l'ex-URSS, il aura fait en sorte que la Fédération russe finissent comme l'Union soviétique, c'est-à-dire un pays qui n'existait plus sur la carte du monde. Bon, moi je suis un peu équidistant entre Renaud, Violetta, Alexandre. Je pense qu'il faut se parler, il faut se voir. Déjà, ça peut empêcher des catastrophes. On est tous sur un chemin de crête dans cette histoire et le fil est très ténu. Néanmoins, il faut avoir la lucidité de se rendre compte que ça ne sert à rien. Tant Anchorage que Washington n'ont absolument rien donné. Tout à l'heure, l'ambassadeur Vessière parlait du cadre qui avait été défini, mais vous savez, ça fait penser au cadre du mouvement surréaliste, des peintres surréalistes. Il y avait le cadre, il n'y avait rien dedans, ou quasiment rien. Et c'est exactement ça, malheureusement. Et comme le disait Violetta, les garanties de sécurité, les Russes n'en veulent pas. Le cessez-le-feu, on n'en parle plus. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est la ligne de force qui a été définie par le président de la République, c'est-à-dire aider concrètement l'armée ukrainienne à tenir. Pour l'instant, est-ce que les Russes montent en puissance? Regardez les bombardements sur Kiev. La Russie a lancé 574 drones, 40 missiles dans la nuit. De mercredi à jeudi, la nuit passée sur l'Ukraine, sont les chiffres de l'armée de l'air. Alors, c'est un record depuis la mi-juillet, malgré l'intensification des efforts de paix américains. Daphné Benoît, comment est-ce qu'on comprend d'abord la capacité de frappe russe? Elle est copieuse, elle l'a été depuis 3 ans et c'est pas prêt de s'arrêter. Poutine a déclenché une économie de guerre, une vraie, hein, pas celle dont notre président parle, mais une vraie économie de guerre, c'est-à-dire tout un pays mobilisé dans cet effort industriel colossal. Donc ce n'est pas étonnant du tout. Après, qu'est-ce que ça signifie? C'est intéressant parce que déjà, il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas d'arrêt des combats décrété. La guerre continue, donc c'est cohérent, c'est logique. Et puis, c'est évidemment une démonstration de force à l'heure justement de pourparlers, de début de négociations, etc. Donc, c'est appuyé, là où ça fait mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans toutes ces négociations qui s'esquissent, on ne sait pas où si ça va aboutir, c'est qu'en fait, les Européens et Zelensky ménagent Trump ménage Poutine, mais Poutine a visiblement l'intention de ménager personne. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est de voir jusqu'où en fait ce refus du compromis va l'emmener face à un Trump qui veut absolument la paix. Et donc là, une fois encore, on a ces deux options. Soit c'est, selon l'expression consacrée aux États-Unis, le taco Trump always chickens out. Trump se déballonne toujours. Ouais. Voilà. Ou alors, Trump va finir par s'énerver, mais on attend toujours cette colère. Regardez cette carte, elle est extrêmement impressionnante. Des vols à la fois des drones et des missiles. Il y a une capacité de frappe russe. Et là, il y a un petit mea culpa à faire d'un certain nombre de commentateurs qui ont longtemps cru que la Russie était si affaiblie. Elle est affaiblie très relativement. Juste un petit moment, il n'y a quand même pas beaucoup de victimes en fait. C'est-à-dire c'est toujours dommage pour les victimes, mais sauf qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont capables d'abattre 80% des drones. Et donc ça, c'est quelque chose quand même qui est important. Si on les aide encore à renforcer la défense aérienne, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant une question prioritaire sur la table. Mais il y a quand même un poids sur le pays. Le conseiller de Zelensky
Zelensky, Podoliak était sur notre antenne il y a une semaine, il disait le pays ne peut pas vivre normalement, même si vous avez raison, c'est relativement limité. Kiev n'est pas détruite, mais ça empêche le pays de se développer, d'avoir une économie. C'est quand même. C'est juste pour souligner que les Ukrainiens renforcent leur capacité de défense, ils vont monter en puissance. Et on a vu ce qui s'est passé avec le tiers de l'aviation stratégique en fait russe qui a été détruite, la flotte dans la mer Noire, et tout un tas d'autres prouesses, presque on peut dire, de l'armée ukrainienne. Reprenons la carte qu'on voyait tout à l'heure, où on voit les frappes très à l'ouest de l'Ukraine. Là où, notamment, s'il y avait des forces françaises, allemandes, anglaises, on verra qui est prêt à y aller, des forces de réassurance pourraient se trouver, par exemple. Est-ce que c'est une manière de dire, messieurs les Français, si vous venez, nous pouvons vous frapper ? C'est effectivement intéressant de voir que les frappes russes ont tapé aussi loin en profondeur, effectivement à l'extrême ouest du pays, qui est vraiment pas loin par exemple de la Roumanie où se trouvent actuellement des troupes françaises. Disons bien, c'est grand comme la France. C'est comme si un ennemi, disons venant de l'Est, arrivait à frapper à Bordeaux. Oui, enfin, ils en ont les capacités. Maintenant, il y a effectivement une portée symbolique de ces frappes. Non seulement parce qu'on est à l'heure de négociations qui s'esquissent, mais aussi parce que finalement, est-ce que c'est pas un moyen de mettre une pression psychologique sur le président Zelensky en tapant là où d'habitude les Russes ne tapent pas, c'est-à-dire dans une partie relativement préservée, épargnée par la guerre du pays, et donc avoir quand même au final une pression psychologique sur la population qui jusqu'ici épargnée se retrouve sous les bombes. Donc c'est peut-être un moyen de pression. Mais pour compléter donc le propos de Daphné, la population, enfin là c'est Violetta qui va me le dire, j'ai l'impression que ça crée encore plus de résilience et plus de sentiments patriotiques. J'ai l'impression que les Ukrainiens sont un petit peu dans le même état psychologique que les Londoniens pendant le Blitz, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de stoïcisme et de flegme, ils subissent ces attaques qui, comme le disait Violetta, finalement font très peu de victimes. Il n'y a pas d'infrastructure majeure qui est visée, et la répétition, la réitération en fait de ces bombardements finit par banaliser et n'impressionne plus grand monde, sinon peut-être Trump, parce que comme tu disais Daphné, ça impressionne peut-être Zelensky, ou ça fait peut-être pression sur Zelensky, mais ça impressionne aussi, je pense aussi que c'est fait pour faire pression aussi sur les États-Unis et pour impressionner l'administration américaine. Les bombardements étaient très massifs. Remarquez que tout le territoire de l'Ukraine a été frappé, y compris d'ailleurs les régions qui étaient souvent épargnées. Par exemple, la ville de Mukachevo, je ne sais pas si c'est la carte, c'est à peu près à 60 km de la Hongrie. Donc c'est pratiquement la première fois, cette ville qui a été frappée. Et il y a eu des blessés. Et ce qui est aussi important, que cette ville... dans cette ville se trouve une compagnie américaine électronique, je crois, qui s'appelle Flex quelque chose. Eh bien, c'est aussi la réponse justement aux Américains de la part des Russes. Tout simplement, vous vous souvenez que les Américains disaient que le business et la présence des Américains sur le terrain ukrainien pourrait être une garantie de sécurité. Eh bien, les Russes disent que non, nous pouvons frapper partout. Nous pouvons frapper aussi les intérêts américains. C'est-à-dire, c'est une sorte de jusque-boutisme. Peut-être elle n'est pas très efficace, comme disait Violetta, mais en tout cas, c'est une stratégie russe aujourd'hui, et c'est la réponse du Kremlin à ces tentatives de négociation de paix qui, aujourd'hui, s'esquissent. L'occupation russe, regardez, dans le Donbass, ce sont ces photos satellites dans la Russie qui modifie la piste de l'aéroport de Donetsk. Il faut rappeler, il est occupé pas seulement depuis 2022 ou 2023, c'est 2015, pour faire un lieu de lancement pour ces drones Shahed. Donc ils se rapprocheront en quelque sorte du front. En avril dernier, le site demeurait en champ de ruines. On voit ces images, les pistes ont été rénovées. C'est un nouveau hangar destiné au lancement de ces drones de fabrication iranienne ou aussi parfois nord-coréenne. Il y a une variante nord-coréenne, je crois. C'est bien ça, Daphné ? Oui, tout à fait. Et pourquoi un tel effort là dans la zone occupée maintenant ? C'est encore une fois une démonstration qu'on s'implante durablement. Ce sont justement ces deux oblasts que Poutine ambitionne de négocier, en tout cas dans leur entièreté. Et donc, c'est une façon de planter le drapeau un peu plus, alors même qu'il lui manque quelques bouts de territoire à conquérir. Mais voilà, l'infrastructure, c'est quelque chose qui pose et qui reste. Donc, je pense que c'est... Voilà. Du point de vue du projet historique, il faut toujours
lire le portrait incroyable de Staline par De Gaulle dans les Mémoires de guerre, quand il dit le projet russe, et il parle de Staline, accéder aux mers chaudes, rassembler les Slaves. Quand on voit cette carte-là de la mer Noire, on a une illustration très concrète de ça. Accès aux mers chaudes, et toujours cette idée qu'on ne sait pas très bien où s'arrête la limite des Slaves ou la limite des russophones dans son esprit. Il n'y a pas de limite, parce que quand on posait la question à Poutine, quelles sont les frontières de la Russie, il disait il n'y en a pas. Il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire c'est un concept de ce qu'il appelle le monde russe ou le monde slave ou panslavisme. Évidemment, il n'y a pas de frontières. Et dans sa vision du monde, Donbass et finalement toutes ces oblasts, ça fait partie de ce qu'il appelle la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire Nouvelle-Russia. C'est comme si c'était quelque chose qui appartenait historiquement, culturellement à la Russie, ce qui est complètement faux d'ailleurs, parce que même si les Russes, ils partent de l'idée que tous ceux qui parlent russe sont les Russes, eh bien évidemment, il y a beaucoup de populations russes qui étaient déplacées pendant le Holodomor, par exemple, là-bas, donc c'est-à-dire dans les années 30 du siècle dernier, ils parlaient évidemment le russe, c'était leur langue maternelle. Mais aujourd'hui, même ceux qui parlent russe ne veulent plus parler le russe, tout simplement parce que ça devient la langue de l'agresseur. Quelle est l'arrière-pensée réelle des Occidentaux? Quand on voit cette carte, c'est fascinante. Elle est tant de morts. Poutine a sacrifié des centaines de milliers de jeunes soldats russes pour gagner en réalité très peu. Mais on n'arrive pas à le repousser. Donc, est-ce qu'il est gagnant, est-ce qu'il est perdant? Est-ce qu'on a tout fait pour le faire repousser? Je pense qu'on a été mi-figue, mi-raisin, en fait. On a donné trop peu, trop tard, et on discute encore, en fait. Je veux dire, si on avait été un peu plus honnête déjà face à notre propre responsabilité des Occidentaux, qu'on a nourri ce monstre. Quand Emmanuel Macron parle de ogre, il faut aussi se poser la question, mais pourquoi on a nourri le monstre? Depuis 2000, Poutine, il est en train de détruire la Russie, l'opposition en Russie, la guerre en Tchétchénie, la guerre en Géorgie, la Crimée et tout ça. On a laissé faire, et les Européens et les Américains aussi. Les présidents américains, ils ont fait quoi? Bill Clinton disait il n'y a pas longtemps qu'il regrettait d'avoir forcé les Ukrainiens pour rendre l'arme nucléaire en 1994. Donc ça doit être un poids lourd de responsabilité quand même de voir les conséquences de ces décisions. Obama en 1994, Obama après n'a rien fait pour empêcher l'annexion de la Crimée. Biden n'a rien fait pour empêcher l'invasion à grande échelle en 2022. Et tout ça, donc la responsabilité qui est la nôtre fait que je pense qu'on doit être un peu plus honnête intellectuellement et mettre un peu plus de force quand même et de pression. Je pense que notre piège, et j'arrête là, c'est que mentalement, je ne sais pas pourquoi, on se met dans une limite de la Russie ne peut pas perdre la guerre. Mais pourquoi elle ne peut pas perdre la guerre? La Russie a perdu au moins 5 ou 6 guerres dans l'histoire et un pays nucléaire peut très bien disparaître du jour au lendemain et ça c'est pas la fin du monde, sauf dans la tête de Poutine. Et le pire encore, c'est à chaque fois quand la Russie perdait les guerres, c'était, ça donnait une impulsion de développement pour le pays en tant que tel. Donc ça serait presque bien rendre service aux Russes que de faire perdre la Russie. Le fait de perdre tant d'hommes, moi j'étais frappé d'entendre sur ce plateau hier Michel Goya dire ne vous y trompez pas, vu de beaucoup d'Occidentaux, une nation qui est prête à perdre 500 000 hommes, personne ne sait exactement combien il y a de morts et de blessés. Ça impressionne aussi, c'est-à-dire c'est triste à dire, mais ça fait partie d'une dissuasion. On se dit ils sont vraiment capables de beaucoup de choses. On n'est pas courageux. Plus aujourd'hui, je ne crois pas dans la communication globale dans laquelle nous vivons. Ça impressionne peut-être les Russes, mais j'ai l'impression que le sacrifice ultime des guerres napoléoniennes, de Stalingrad, etc., j'ai l'impression que ça ne joue plus et on le voit bien d'ailleurs, les jeunes Russes, les jeunes moscovites, les jeunes des élites ne sont pas mobilisés. On essaye d'épargner tout de même des pans entiers de la population. Non, je pense que même Poutine, sur la question du sacrifice humain, ne va pas au bout. Maintenant, est-ce que vous ne faites pas un peu d'autosuggestion? Non, pardon. Non, c'est pas d'autosuggestion. Où sont les mutineries? Où sont les grandes manifestations dans Moscou? De toute manière, il y a eu très peu de mutineries au sein de l'armée russe et de l'armée rouge dans l'histoire, en dehors de celle de 1917. Il n'y en a pas eu énormément. Mais pour revenir à c'était intéressant, Darius, ce que vous disiez sur l'objectif de l'accès aux mers chaudes, parce que quelle réussite!
depuis 3 ans. Le Bosphore est fermé depuis mars 2022. Ils ont été obligés de replier une grande partie de la flotte de Sébastopol. Ils ont perdu leur emprise de Tartous, ou presque. Elle est en Syrie, elle est neutralisée depuis décembre dernier. Ils n'ont plus que 2 ou 3 malheureux bâtiments de surface qui sont en train de rouiller dans un port libyen. Donc là, c'est une catastrophe totale concernant la marine de guerre russe sur l'accès aux mers chaudes. Juste une petite question pour rebondir. Vous dites où sont les mutineries à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Et moi, j'ai envie de dire, mais où sont les démonstrations, les protestations des Russes libres qui sont en Europe ou ailleurs en Occident, en fait? Pourquoi la diaspora russe ne sort pas tous les dimanches à Paris ou à Berlin ou à Londres ou à Washington et s'adresser à Poutine, libère notre pays, sort du Kremlin et nous, on a envie de rentrer chez nous et on veut libérer le pays. Et on me dit, ils ont peur. Et je dis, mais attendez, et les Ukrainiens, ils n'ont pas peur. Donc il y a un problème quand même qui est beaucoup plus profond, c'est l'impérialisme russe et que les Russes, qu'ils soient en Russie ou qu'ils soient ailleurs, ils restent quand même bloqués mentalement par cet impérialisme. Ça serait temps qu'ils se libèrent, en fait, d'une certaine façon. Mais à l'arrivée de tout ça, est-ce que les Européens, en réalité, sont plus impressionnés que ce qu'ils veulent bien dire? Renaud Girard, quand on voit que la réaction, malgré tout, que presque plus aucun, je crois que même Boris Johnson, qui posait la posture encore churchillienne, même lui dit... Il faut peut-être quand même négocier. Il a dit, Zelensky a eu la sagesse du cessez-le-feu, c'est-à-dire presque plus personne ne dit il faut se battre maintenant pour conquérir jusqu'au dernier centimètre carré de la Crimée. C'est quand même un signe. Ben oui, le signe. Ce qui est fascinant dans les relations internationales depuis un mois, c'est que la soumission de l'Europe, d'abord, a été confirmée. On avait eu d'abord la séance du Golfe en Écosse, où on avait été sidéré de voir que Ursula von der Leyen acceptait toutes les conditions fixées unilatéralement par Trump. Et ensuite, bis repetita placent, on a eu la séance dans le bureau ovale où le proviseur a reçu dans son bureau les petits élèves européens qui ont dit oui monsieur. Bon, ça c'est la première chose qui était tout à fait frappante. La deuxième chose, c'est que on ne sait pas exactement ce que va être la politique américaine. Et encore aujourd'hui, il y a eu un tweet de Trump qui change peut-être sa position. Mais le plus vraisemblable, sans doute, est que Trump dise bon, écoutez, Zelensky évidemment n'acceptera pas les conditions de paix fixées par le Kremlin, qui sont des conditions de capitulation. Et donc, le plus probable est que Trump dise écoutez, moi, je me lave les mains de cela. Je peux vous vendre des armes et me faire 10% de rabais là-dessus, très bien. Et puis vous les donnez aux Ukrainiens, vous leur vendez, vous faites ce que vous voulez. Mais effectivement, il est certain que si l'Europe est seule auprès de l'Ukraine, ça ne va pas arranger les choses des Ukrainiens, parce que déjà, avec les Américains et les Européens... Oui, Renaud Girard, soyez pas trop long, c'est une discussion que chacun se passe la parole, mais pour l'instant, je voyais Vincent Crouzet qui disait, pour une fois, je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord avec Renaud Girard, il n'en revenait pas lui-même. Ah non, je suis catastrophé. Non, mais on a le droit, pourquoi vous êtes catastrophé? Non, mais d'être d'accord avec Renaud Girard, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe pour moi, hein, après. Non, mais pourquoi? Je suis d'accord avec Renaud sur le fait, sur l'immobilisme et l'impuissance européenne. Ceci dit, il faut modérer, tempérer un petit peu ça, parce que je ne sais pas si la régie peut retrouver la photo où les Européens font antichambre pendant que Trump et Zelensky parlent dans le bureau ovale. Je la trouve très forte, parce que Renaud parlait d'équipe de sport, etc. Et là, on sent vraiment une cohésion. Ils sont seuls un petit peu dans le jardin du diable, si j'ose dire. Et je me demande si l'Europe de demain n'est pas née à ce moment-là, même si c'est un moment d'impuissance, de soumission. Je pense que là, ils font corps et ils se rendent compte qu'ils sont obligés d'être solidaires les uns vis-à-vis des autres et surtout tous ensemble vis-à-vis de l'Ukraine. Daphné Benoît. Oui, en fait, on a eu effectivement des sources intéressantes qui nous ont un peu expliqué comment les Européens s'étaient préparés en amont en fait à cette rencontre à Washington, et ça a été extrêmement travaillé en réalité. C'est-à-dire que c'était une chorégraphie qui a vraiment donné lieu à une vraie réflexion sur comment fait-on pour avoir un message cohérent
qui frappe un peu l'esprit de Trump. Comment arrive-t-on à focaliser son attention et à récupérer son attention quand il commence à basculer, à ne plus s'intéresser à ce qu'on dit. Donc ils se sont répartis les rôles en fait. Et c'était très orchestré. Et donc Monsieur Rutte était censé commencer à parler avec Trump parce qu'il s'entend bien avec lui, suivi de Madame von der Leyen qui parlait beaucoup des morts, des blessés, des enfants, elle qui est mère et grand-mère. Tout ça a été très chorégraphié. Et puis aussi, vous noterez que les Européens qui ont bien constaté que Trump s'était laissé convaincre par Poutine de ne plus employer le mot de cessez-le-feu, mais de quelque chose de plus générique, se sont tous mis d'accord pour ne plus employer ce terme de cessez-le-feu, pour ne pas le crisper, et parler de façon générique d'arrêt des massacres. Donc ça a été vraiment très très étudié. Daphné Benoît, intéressant. Ce que vous décrivez est fascinant, mais à l'arrivée, est-ce que ça marche? Il faut quand même donner une des nouvelles principales du jour, c'est ce coup très dur pour les vignobles français. L'Union européenne n'a pas réussi à faire disparaître les droits de douane de Donald Trump sur le vin. Il y avait beaucoup d'espoir. Si on rapporte cette nouvelle quand même assez désespérante sur la capacité d'imposer quoi que ce soit à Trump, et cette image-là, vous avez raison, c'est une image de l'Europe où tous les Européens sont là, s'organisent face à Trump, mais le bras de fer, même sur ce domaine-là, Trump a dit à peu près n'importe quoi. Il a dit j'admire beaucoup Ursula von der Leyen, etc., blablabla. C'est que du blabla. Enfin, c'est compartimenté quand même. Enfin, je veux dire, effectivement, les droits de douane, ça fait partie de la globalité de nos relations bilatérales entre Europe et États-Unis, mais je pense qu'on est sur un autre sujet, en fait. Oui. De toute façon, le match n'est pas terminé, donc la messe n'est pas encore dite. Sur les droits de douane, je crois qu'on n'a pas été assez ferme, unis, solidaires, l'Europe. Alors que là, on a vraiment retrouvé quelque chose qui ressemble à une certaine unité de l'Europe, unité dans la diversité. C'est-à-dire l'Europe est forte de sa diversité. C'est-à-dire, d'abord, c'est la démocratie. Tous les leaders qui étaient présents, c'était ceux qui soutenaient la démocratie. Il est important de soutenir la démocratie actuellement, parce que même le concept de démocratie est en train de s'effondrer. D'ailleurs, sous les coups de boutoir du pays qui est censé justement incarner la démocratie, c'est-à-dire les États-Unis. Ensuite, la chorégraphie était extrêmement forte et on a quand même évité le pire. Les Européens qui sont venus là-bas, ils ont presque par le col, je ne sais pas comment, ils ont retenu Donald Trump, parce qu'il aurait pu basculer justement. D'abord, il aurait pu tout envoyer balader et dire voilà, ça ne m'intéresse pas, c'est fini, etc. On a évité le pire et on a posé quand même des bases, une sorte de référence, de cadre qui est extrêmement flou, mais qu'il faut développer à l'avenir. L'acte 3, on est en train de vivre l'acte 3, rappelons-le, il y a eu l'acte 1, c'était en Alaska, cette scène incroyable qu'on a vécue ici en direct, c'est-à-dire les deux avions avec les deux descentes, les deux passerelles et les deux présidents, ce moment où Trump applaudissait Poutine, ça a été la scène qui a le plus marqué les Ukrainiens, cette poignée de main, le moment où il lui montre les B2 pour quand même nous rappeler que la puissance militaire principale est de son côté, et puis ce moment, quel est le rôle de Poutine maintenant? Est-ce que c'est son verdict qu'on attend? Écoutez-le quand il jouait un peu en quelque sorte, sans doute, elle a improvisé là, il dit à Trump, mais la suite, faisons-la à Moscou. À nouveau, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier. Nous allons échanger très rapidement et nous revoir très bientôt. Merci beaucoup, Vladimir. La prochaine fois à Moscou. Ça, c'est une question très intéressante. Je pense que cela pourrait être possible. Comment est-ce que vous comprenez ce moment extraordinaire? Trump, beaucoup plus maîtrisé que ce qu'on dit d'habitude. Il dit quand même, quand on dit c'est intéressant, ça veut dire on va voir. Quand vous montrez cela, d'autant plus plaisir à penser à la photo de lundi qui suit le vendredi de l'Ascension, vraiment sur l'espace de 48 heures sur un week-end, qu'on arrive à retourner, comme disait Alexandre, en fait, avoir un cadre. Et moi, je dirais aussi du point de vue du management qu'en fait, les Européens, avec Zelensky, ils ont recadré la situation pour qu'on reste quand même dans le jeu, d'une part, et c'est le pire des cauchemars de Poutine, en fait. Il ne s'attendait absolument pas que 48 heures plus tard, les Européens soient comme ça en force aux côtés de Zelensky, et je pense que ils ont eu suffisamment d'arguments. On a vu la photo avec la carte, mais après tout ce qui s'est dit aussi en dehors des caméras, qu'ils ont eu suffisamment d'arguments pour que Donald Trump commence au moins à douter si lui, quand il regarde le rapport de force, avant il pensait que le rapport de force est en faveur du Kremlin, parce qu'effectivement, et du coup l'Ukraine ne peut pas perdre, donc il faut arrêter les dégâts. Sauf que les Européens sont venus pour lui dire ok, on va t'acheter de l'armement, il y a ça et tout, et que en expliquant aussi que sur 3 ans, les Russes ils ont pris 1% de territoire, ils n'ont pas
absolument pas de quoi se vanter et se sentir vraiment une grosse armée et tout. Et je pense qu'il y a au moins un doute dans la tête de Donald Trump que le rapport de force n'est plus maintenant dans la faveur de Kremlin, mais plutôt du côté de la coalition ukrainienne non européenne, coalition des volontaires, avec les Américains dedans. Quel est le risque que les Russes s'enferment dans une forme de parano et se disent qu'en réalité, ils n'iront à aucune négociation? Écoutez Lavrov ce soir quand il parle des sponsors occidentaux de l'Ukraine, c'est la formule qu'il utilise, qui semble placer la Russie dans une posture de refus complet. On verra si elle est poursuivie dans les jours ou les semaines qui viennent. Les objectifs toujours poursuivis par les dirigeants ukrainiens actuels, ces objectifs sont sans aucun doute attisés par les sponsors occidentaux du régime de Kiev et vont à l'encontre des efforts entrepris par le président Donald Trump, avec lequel nous coopérons activement et de manière productive dans la recherche d'une voie durable et viable vers le règlement de la crise. Конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых. Est-ce que c'est une posture de négociation? Est-ce qu'ils sont en train en réalité de dire nous, on ne cédera rien? Ce qui est étonnant, c'est que là, Trump, justement en écoutant les Européens, se laisse séduire par cette histoire de garantie de sécurité qui serait gérée par les Européens. Parce que c'est ça que les Américains, que l'administration Trump veut. J.D. Vance l'a encore répété, encore aujourd'hui. Et payé par les Européens. Oui, tout à fait. Et donc, on lui sert ça. On arrive avec ça à Washington. On lui propose des choses concrètes en lui disant quand même, il faudrait peut-être un peu aider, soutien ou appui aérien, on ne sait pas très bien, mais voilà. Mais on est prêt à y aller de façon diverse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Kremlin fait savoir qu'il est strictement contre la moindre implication européenne dans les garanties de sécurité. Donc en fait, il ne va pas dans les intérêts de Trump. Donc il y a un moment où en fait, ça va devenir contradictoire, ça va se voir en fait. Donc c'est intéressant parce que les Européens ont joué finement là-dessus. Et en fait là justement, le Kremlin est en train de se braquer dans une espèce d'impasse où c'est plus compliqué de manipuler Trump, on dirait. On attend l'acte 3, Darius, pour revenir sur votre métaphore, avec un affrontement inévitable entre les deux mâles alpha, Donald Trump d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre côté, et Trump, il aura marre de voir qu'on le fait balader, et il ne va pas supporter cette humiliation, il sera obligé de réagir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je pense que si Poutine se comporte de cette manière, c'est qu'il sait que Trump ne bronchera pas, tout simplement. On a vu un président russe qui craindrait les États-Unis et les réactions d'un président américain ne resterait pas figé sur sa position. Grâce au sommet d'Anchorage, il a réussi à éviter des sanctions et le fameux ultimatum du 8 août qui a fait Attends, c'est repoussé. Oui, enfin, c'est repoussé au calendrier grec. Dans 15 jours. Il a parlé de 15 jours. Non, mais dans 15 jours, mais dans 15 jours, il se passe. Peut-être changer de stratégie. Déjà en juin, il y avait une menace de sanctions, etc. Il ne s'est rien passé. Ça continue. Bon, c'est dur de nous imposer Lavrov à cette heure-ci, Darius, pour tout dire. Mais Lavrov, il dit de toute manière toujours la même chose. Il reste sur sa ligne. Je ne sais pas ce qu'en pense Alexandre, mais il n'a pas du tout varié d'un iota. Il n'a pas du tout varié d'un iota. Dans le cas de la Russie et des Russes, il ne faut jamais éviter l'hypothèse de la paranoïa, c'est-à-dire ce que je pourrais appeler jusqu'au-boutisme, donc habillé souvent sous la forme de patriotisme, nationalisme, etc. Mais à mon avis, il faut toujours garder à l'esprit que Poutine a été surpris par les réactions des Européens. Parce que lui, il considérait que ça y est, c'est fait, le deal est bouclé avec les Américains, les Européens, ça n'existe pas en tant qu'unité, ce sont des pays différents, en plus minés de l'intérieur par les problèmes de politique intérieure, etc. Et tout d'un coup, il voit ce qu'on appelle l'Europe. Et moi, j'oserais dire non seulement l'Union européenne, mais peut-être l'esquisse de cette civilisation européenne dont on a un peu oublié les contours, parce que l'Union européenne et la civilisation européenne, c'est pas du tout la même chose. On a réduit l'Europe à l'Union européenne, mais vous regardez quand même, il y avait des premiers ministres britanniques, la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, il faut être extrêmement ferme avec Poutine, il faut faire entendre la voix de l'Europe, et l'Europe commence vraiment à exister, non seulement comme une entité dont on peut finalement ignorer l'importance, mais comme une vraie force qui n'est pas encore une force militaire, mais qui devient l'Europe
puissance géopolitique. Cette pas image, militaire, mais géopolitique. Cette image qui va un peu dans le sens de ce que vous disiez, si elle est suivie des faits, c'est la Maison-Blanche qui l'a communiqué, où Trump met en scène, c'est lui qui choisit, on sait qu'il porte très grande attention à ces détails-là, la comparaison avec Nixon et Khrouchtchev. Alors là, il est là en train de montrer Poutine dans un geste un peu autoritaire, avec le traducteur qui est là entre les deux. Même scène, Khrouchtchev-Nixon. Il est en train de dire quoi par cette photo, d'après vous, Daphné Benoît ? Il est en train de comparer, je ne sais pas, sa capacité. Il se veut faiseur de paix, voilà. Donc il est en train de se comparer aux deux présidents qui, à l'époque, ont réussi à se parler. C'était la détente, etc. Donc c'est ce qu'il espère, sans doute. Mais juste pour revenir sur cette histoire d'Européens unis, etc., de ce moment finalement. Peut-être de grâce, où on arriverait enfin à faire quelque chose ensemble, et pas forcément avec les États-Unis, il y a quand même un grand bémol. Un grand bémol qui subsiste, c'est la nature du soutien que vont apporter les États-Unis aux Européens si garantie de sécurité il y a, si cessez-le-feu il y a, parce que là, il y a un vrai levier. C'est-à-dire que si Poutine convainc Trump de vraiment faire le strict minimum, qui ne suffirait finalement pas à agréger les bonnes volontés, là, l'unité européenne sur le sujet ukrainien risque d'en prendre un coup. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays qui, d'ores et déjà, ont conditionné leur participation d'une façon ou d'une autre à la participation américaine. Je pense à la Suède, je pense à tout un tas de... Expliquez bien ça. Hein. Oui. Beaucoup de commentateurs le disent. En réalité, la scène qu'on voit là, elle est tout à fait révélatrice. Tous sont là autour de la table, mais l'acteur déterminant reste les États-Unis. Si les États-Unis ne font pas une part comme ça, les autres ne feront pas ce qui suit. Et il faut que les États-Unis fassent un pas, pas forcément du tout, d'ailleurs c'est déjà exclu, de mettre des soldats sur le territoire ukrainien. C'est quoi ce pas? Soyons concrets. Qu'est-ce qu'ils doivent donner? C'est un soutien qui pourrait être plutôt un appui aérien, par exemple, donc qui protégerait finalement les opérations européennes déployées sur le territoire ou autour, c'est continuer à fournir du renseignement et faire poursuivre des opérations de ISR, c'est-à-dire Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, au profit des Ukrainiens et des partenaires européens. C'est fournir peut-être, moyennant finance, parce qu'on a bien compris que ça marchait comme ça, des moyens de défense solaire dont manquent cruellement les Européens. C'est ce genre de choses qui permettra de vraiment consolider cette coalition des volontaires qui est composé effectivement de la France et des Britanniques qui ont quand même une forme d'autonomie stratégique importante, qui sont capables de lancer des opérations en propre, mais il y a tout un tas d'États, dont l'Allemagne, etc., qui tergiverseraient considérablement s'ils n'avaient pas ce soutien américain. Au-delà de l'Ukraine, au-delà de l'Europe, dans la relation entre l'Europe et les États-Unis, que dit cette situation? Il faut rappeler encore la déclaration de Bessène, le secrétaire à la Défense, quand il dit « on va racketter les Européens ». Et il le dit avec le sourire, il l'assume. Il dit déjà maintenant, on surfacture tout à 10%, comme ça, quoi qu'il arrive, tout ce dont vous avez parlé, c'est prépayé. Et c'est prépayé par les Européens. Non, mais comment on peut continuer à travailler avec des alliés pareils? C'est pas un allié. C'est pas possible. Ce sont des gens qui n'ont plus que des relations mercantilistes avec nous. On ne parle jamais de valeurs, on ne parle jamais du camp de la liberté. Pour moi et pour beaucoup de monde, Donald Trump n'est plus le chef du camp occidental, il est le chef d'une internationale réactionnaire qui se place au-delà des valeurs occidentales, et ça pose vraiment un réel problème. On voit bien le malaise, mais ça je pense que vous devez le savoir mieux que nous, parce que vous avez dû avoir des confidences en off du président de la République, en dehors de votre interview, mais il y a un véritable malaise quand des dirigeants occidentaux se rendent à la Maison-Blanche et se heurtent à un tel comportement du président de la première puissance mondiale. Il y a quand même un énorme Est-ce que malaise. Ça ne remonte pas avant? Rappelez-vous. Et les déclarations de Bessène, finalement, ne font que les confirmer. Rappelez-vous quand Obama faisait écouter, par exemple, Mme Merkel faisait écouter les dirigeants européens avec la NSA. Ah non, mais ça c'est normal. Allons, ça c'est le jeu normal. C'est le jeu. Que n'importe qui peut aller place de la Concorde, regarder au-dessus de l'ambassade américaine cet étage factice, ça existe. Alors il y a beaucoup de branchages, donc on a la peine à voir, mais cet étage factice qui existe toujours avec la station d'écoute. Non, mais c'est normal. Ah, c'est normal. Nicolas Lerner, que vous avez interviewé, vous le direz. La France essaye de recentrer à l'heure actuelle, enfin la DGSE, c'est le chef de l'État qui a donné cette mission à Nicolas Lerner, de recentrer la DGSE sur l'espionnage brut, c'est-à-dire savoir
savoir et anticiper ce que pensent les dirigeants autour de nous, y compris les alliés. C'est normal. Ça fait partie d'un travail de service du travail classique d'un service de renseignement. Vous êtes rassurant, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'entre alliés, comme vous le disiez vous-même, on peut rester alliés ce genre de propos. Non, mais on peut rester alliés néanmoins. Sur la domination américaine. De toute façon, le temps du mandat de Trump, il faut quand même comprendre que l'Amérique n'est plus un allié de l'Europe et de ses valeurs. Donc l'Amérique bascule de plus en plus dans le camp inverse et ça constitue pour moi une trahison de l'Occident. Est-ce que ça remonte plus haut, Renaud Girard? Parce qu'on voit sur ce plateau, évidemment, on rappelle que c'est surtout Trump, et c'est vrai, Trump est très dur avec les Européens, mais cette attitude notamment de domination assez primitive, assumée, sur les Européens, sur les Français. Ben oui, on a eu... C'était un truc extraordinaire. En 1919, 1918-1919, le président américain est venu sur le sol français. Il est resté 8 mois pour négocier le traité de Versailles, qui a été négocié à ses conditions, et très bien. Et en 1920, le Sénat, le président ne s'est pas arrangé pour que le Sénat adopte ce traité de Versailles, et donc les Américains nous ont laissé tomber, toute l'architecture de sécurité fondée sur la SDN qu'ils avaient eux-mêmes proposée à Versailles. Et ensuite, ils ont réarmé l'Allemagne, ils ont financé le réarmement allemand. Et quand les Français ont demandé à ce que les Allemands payent les réparations de guerre, c'est-à-dire toutes les destructions volontaires qu'ont fait les Allemands, notamment lorsqu'ils ont inondé toutes les mines en se retirant à l'automne 1918 du territoire français, eh bien, les Américains ont dit aux Français « mais non, vous ne devriez pas harceler l'Allemagne comme ça ». Et ensuite, lorsque nous avons voulu faire appliquer le traité de Versailles en 1936 sur la Rhénanie, les Américains nous ont dit « mais non, vous ne devriez pas intervenir en Rhénanie, vous devriez vous contenter du pacte Briand-Kellogg, qui était un pacte pacifiste de la fin des années 1920, quand Hitler n'était pas encore au pouvoir. En 1940, Paul Reynaud leur demande l'appui américain et ils le refusent. Ils préfèrent d'abord Pétain, ensuite Darlan, ensuite Giraud contre De Gaulle. Et quand ils débarquent le 6 juin 1944, ils veulent faire de la France Allied Military Government of Occupied Territory, c'est-à-dire que la France, qui a pourtant eu l'honneur de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie avec l'Angleterre, eh bien que la France soit un territoire occupé. Et c'est De Gaulle qui va réussir à faire changer la position américaine. Il est vrai qu'il avait en face de lui 2 généraux qu'il aimait bien, Eisenhower et Bradley, qui ont accepté, et ils ont changé à 180 degrés leur politique. Mais comme aujourd'hui, d'ailleurs, Trump change à 180 degrés la politique de son prédécesseur. Donc, Renaud Girard, ce que vous dites fait réagir en plateau. Est-ce qu'on vit cette prise de conscience historique? Les Américains, bien sûr, sont des amis, c'est le camp de la démocratie, mais depuis toujours, ont d'abord défendu leurs intérêts. Tout à fait. Et j'irai même plus loin en disant que la solution à la guerre aujourd'hui en Ukraine, qui est une guerre existentielle et civilisationnelle, on l'a dit, on l'a expliqué multiples fois, ne viendra ni de Washington, ni de Moscou. Cette solution, elle viendra de l'Europe, qui est une Europe avec une nouvelle génération de leaders politiques, avec une Europe créative, une Europe qui n'a pas peur de poser de se poser la question comment on doit réinventer les institutions, parce que les institutions qu'on a aujourd'hui, on a hérité depuis le XXe siècle, elles ont été construites comme des réponses à aux crises, en fait, aux challenges de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, le temps a avancé, et donc dans 10 ans, dans 15 ans, on aura des nouvelles institutions, et c'est pour ça qu'il faut saluer le courage et la vision, le côté visionnaire d'Emmanuel Macron d'avoir impulsé la coalition des volontaires. Et par contre, Charles de Gaulle avait raison quand il cherchait la troisième voie, en fait. Il voulait ni de capitalisme ni de communisme. On retombe aujourd'hui sur effectivement sa posture visionnaire, et quelque part la France a cet héritage qu'a laissé par Charles de Gaulle et une responsabilité politique d'impulser, de booster le leadership européen. La méthode Trump, ce sont ces révélations de Vance qui sont saisissantes sur ce qui s'est passé. L'événement est tellement énorme qui s'est passé lundi à Washington qu'encore maintenant on commence à avoir d'autres informations sur la manière dont ça s'est déroulé. Vance décrit le coup de fil à Poutine et il dit après la réunion, le président parlait toujours aux Européens et il leur dit, vous savez, nous avons une assez bonne réunion, je vais appeler Vladimir Poutine et voir ce qu'il en pense. Et alors à ce moment-là, ils étaient tous comme « Ah ben très bien, on va peut-être l'appeler la semaine prochaine ». Trump ignore les protocoles diplomatiques, s'il veut parler à quelqu'un, il le fait lui-même. Et donc immédiatement, les Européens disaient « On va attendre, on va demander à nos équipes, à nos conseillers, etc. » Et donc pas du tout.
les Européens pensaient non, il va y avoir des vérifications appropriées, les équipes doivent préparer l'appel, mais le président a décidé non, je veux parler à ce gars tout de suite, c'est son expression, a raconté le vice-président, et il a appelé Poutine. Voilà. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous déplaît? Comment c'est, Renaud Girard? Vous êtes le pro-Trump, en tout cas le plus favorable, plus indulgent à Trump sans doute dans ce conseil. Allons aux opinions, d'abord à la vôtre. Je ne suis pas pro-Trump ou pro-Biden. En fait, il faut savoir qu'il y a une continuité de la politique américaine. Ils font d'abord leurs intérêts en premier. L'histoire qui défendent les valeurs morales, etc., c'est des choses que croit notre ami Melnik, mais malheureusement, c'est pas vrai. Roosevelt n'a eu aucun mal à brader toute l'Europe orientale à Yalta en février 1945, simplement parce qu'il voulait une aide potentielle russe contre le Japon pour battre le Japon. Donc, nous sommes soumis à ce diktat des États-Unis, et donc il faut évidemment résister. Ce que je dis, c'est que peut-être, je dis qu'il ne faut pas juger Trump trop vite, qu'il a une méthode tout à fait baroque, c'est bien entendu, mais peut-être que ça va marcher. Ce que nous savons, c'est que la diplomatie classique, polie, réfléchie, préparée à l'avance, etc., depuis Maïdan, depuis 2014, n'a pas porté ses fruits, puisque nous avons cette crise qui dure toujours 11 ans après. Donc, peut-être que Trump, effectivement, avec une méthode totalement différente, va faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, il y a très peu de gens qui considèrent qu'il ne fait pas bouger les lignes. Il y a encore 4-5 mois, on disait c'est un clown, il comprend rien à l'économie, il fait des droits de douane, etc. Ben, c'est peut-être un clown, mais enfin, visiblement, tous les Européens randonnions sont allés se précipiter dans le bureau du clown après que Ursula von der Leyen eut accepté toutes les conditions fixées par le clown. Donc c'est un clown qui est un tout petit peu quand même écouté par les autres leaders du monde. Réaction sur ce plateau, surtout sur la technique de Trump. Effectivement, quand il saute, les corps intermédiaires, les conseillers, les diplomates, les chefs d'État d'habitude attendent quand même que leurs équipes travaillent. Non, lui, il traite directement. Est-ce que c'est une bonne, juste qu'on entend tous les avis là-dessus? Bon, d'abord, je respecte évidemment l'opinion de Renaud Girard, mais ne partage pas. Ne partage pas parce que d'abord, je récuse le mot diktat des États-Unis. Non, c'était le leadership clair et net. C'était le phare de la démocratie. D'ailleurs, qui a permis justement l'effondrement du communisme. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je dirais que dans ce cas-là, Trump, c'est une espèce de bulldozer qui casse complètement tous les codes dans un monde où il n'y a plus de codes. C'est-à-dire la loi internationale qui existait après la Deuxième Guerre mondiale est actuellement en lambeaux. Donc l'ONU est complètement aux abonnés absents. C'est-à-dire il a compris justement ce moment, cette espèce d'opportunité, ce kairos, il fonce comme bulldozer, je répète cette expression, alors que nous, les Européens, nous restons toujours dans le politiquement correct, dans une sorte de nostalgie d'un monde qui n'existe plus. C'est pour ça que j'appelle les Européens à se réveiller et voir justement le monde tel qu'il est et pas tel que nous souhaitons le voir. Très court, Violetta, parce qu'on a peu de temps, mais qu'on comprenne bien vos avis sur cette technique Trump. Je vais mettre ma casquette leader de start-up, en fait. C'est-à-dire quand on est en train de travailler sur des projets où ça va vite aujourd'hui, le temps et tout ça, on cherche des résultats. Et quand Trump il veut avancer de vendredi à vendredi, il veut et il se fixe certains résultats. On les atteint, on les atteint pas, mais il ne va pas avoir le temps de Poutine de 6 mois ou de 6 ans. Donc ça vous plaît plutôt? Et ça, je trouve que dans l'état actuel des choses, ça peut aller dans le bon sens, en fait, parce que on ne peut plus utiliser les modèles d'analyse et les lunettes et les matrices et tout ça du XXe siècle. On vit au XXIe siècle. Le temps s'accélère, la distance se compresse, la communication. La parole à Daphné Benoît. Daphné Benoît qui incarne l'AFP, c'est la neutralité, l'objectivité incarnée. Vous avez le droit quand même d'avoir un avis, Daphné Benoît. Non, mais vraiment d'une phrase, à titre personnel, je suis d'accord sur le fait de casser les codes, renverser la table. Pourquoi pas, après tout, si ça marche? Simplement, et d'en cesser avec les circonvolutions diplomatiques, très 19e siècle, etc. Oui. Simplement, un président des États-Unis qui ne prend même pas la peine de lire les notes de son renseignement, c'est une honte en réalité, parce que c'est de
Enfin, c'est de la méconnaissance crasse, je veux dire, le mépris pour l'histoire, le mépris pour le renseignement de la première puissance mondiale. Il est connu pour ça. C'est ce qui me choque le plus. Et pire encore, Daphné, il a viré il y a 48 heures 37 conseillers senior advisors qui travaillaient sur la Russie, dont 3 qui travaillaient sur la Russie depuis 30 ans. Voilà, donc, quand on ne fait pas confiance à l'intelligence, malheureusement, on se plante. Diversité des avis. On a vraiment une grande pluralité des avis autour de cette table et ça continuera. Écoutez, déclaration ce soir du président Zelensky, puisque ce soir, on devrait savoir plus précisément ce que sont les conditions des uns et des autres pour négocier. Scepticisme du président ukrainien. Écoutez-le.